j'ai enseigné pendant 25 ans dans cette maison. Et j'y suis né il y a quand même un paquet d'années. Et j'ai été moins d'une dizaine d'années le fonctionnaire de sécurité de défense de l'Université de Nice, c'est-à-dire la personne en charge au sein de la recherche et de l'enseignement supérieur de la préservation du secret et de la défense nationale. Voilà, ça paraît pompeux, mais vous avez de nombreux laboratoires qui sont couverts par le secret de la défense et qui ne travaillent pas obligatoirement pour la défense. C'est ça qui est intéressant, parce que la souveraineté de notre pays passe par la préservation d'un savoir-faire, d'un certain nombre d'éléments, d'enseignements, de connaissances, d'aboutissements de la recherche qui doivent être préservés. Et nous sommes régulièrement la cible d'un certain nombre de convoitises. Toute la France est la cible de la convoitise de nombreux pays étrangers. Elle illustre parfaitement un dicton qui dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, vu que la plupart du temps, certes, nous avons des pays avec lesquels nous ne sommes pas dans une tout à fait amis, mais la plupart de ceux qui viennent faire du pillage en France sont malheureusement le plus souvent nos alliés. Donc je vais vous faire cette présentation sur l'intelligence artificielle, la cyber, le quantique. Et je me suis posé la question de savoir, puisque vous êtes en licence, il y a des M1, il y a des M2, qu'est-ce que j'allais pouvoir, dans le cadre de cette université d'été, vous présenter. Alors, je ne cherche pas à vous faire peur. Je suis à peu près certain que je vais vous faire peur quand même, parce que je vais vous parler de choses que vous ne voulez pas entendre. C'est-à-dire que vous pensez qu'on est en paix. Peut-être que vous le pensiez que nous étions encore en paix il y a peut-être un an. Mais il y a un an, nous étions déjà en guerre. Et il y a 5 ans, nous étions déjà en guerre. Et il y a 10 ans, nous étions déjà en guerre. Nous sommes dans un état de guerre permanent, même si la paix est un état transitoire. Ça, je voudrais que vous le compreniez. J'ai été frappé par ce qui se passait avec la guerre en Ukraine, de la manière dont la plupart de nos compatriotes se sont quasi habitués à cette guerre qui fait des centaines de morts tous les jours de deux côtés, des côtés russes et ukrainiens. Pourquoi? Parce que c'est loin, parce que les images sont aseptisées aux informations, parce que certes on voit des champs de ruines, mais quelque part c'est un petit côté un peu jeu vidéo. Alors comme c'est loin, c'est très très loin, on finit par s'y habituer. On se dit tiens, là on vient parler de crypto-monnaie, de salles de marché, de finances, et puis d'un seul coup on se retrouve plongé, je dirais, dans un univers qui est assez terrible. Personne n'aime faire la guerre, et je vous le répète encore une fois, cet état que nous connaissons, c'est un état transitoire. Je voulais vous passer, tout de suite, vous dire un peu quels sont les messages que je veux vous passer. Je vais essayer de vous faire des aspects un peu historiques, vous rappeler ce qu'est, je dirais, l'évolution de la science, de la recherche, pour vous placer dans un contexte. Nous vivons trop instantanément, nous vivons trop rapidement, nous n'avons pas le temps de nous rendre compte à quelle vitesse nous évoluons. Ça, c'est extrêmement important. Pendant très longtemps, l'humanité a été un peu dans le brouillard, dans la nuit, et puis elle a commencé à accélérer. Et puis les choses en ce moment sont en train d'accélérer d'une manière que même vous, même les scientifiques ne se rendent pas compte du caractère de l'accélération foudroyante qui est la nôtre aujourd'hui. Si vous avez un peu quelque chose à retenir de cette séance, c'est un petit peu d'avoir ce recul nécessaire pour vous resituer dans cette accélération des choses qui fait qu'on ne se rend pas compte exactement de ce qui se passe. Avant, on avait plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour anticiper, évaluer. Aujourd'hui, nous avons pratiquement même pas des années, même pas des mois, parfois quelques semaines, on va dire quelques mois. Les choses avancent tellement vite. Alors, je vais vous parler d'intelligence artificielle, de cyber. J'ai choisi pour faire l'ouverture cette petite bulle. L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer l'intelligence humaine? Et là, vous avez trois cyborgs, mais ils doivent sortir d'une salle de marché. C'est pas possible, avec des cravates, ils sont bien là. Ils ont dû parler avant de crypto-monnaie. C'est peut-être c'est vous, jeune homme là. Regardez, allons, ne tombons pas dans la science-fiction. Voilà. Donc l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les humains? Va-t-elle vous remplacer? Va-t-elle nous remplacer? Va-t-elle être une alliée ou va-t-elle être, je dirais, une menace pour l'humanité? Je vous donne déjà quelques éléments. Vous voyez, ça, ce sont des éléments patents, ce sont des éléments de déclaration du CEMA, du chef d'état-major des armées. C'était déjà il y a quelques mois, avant l'Ukraine, le retour annoncé des conflits de haute intensité.
Ça veut dire quoi, des conflits en haute intensité en termes militaires? Ça veut dire que quand un conflit à haute intensité, toutes les composantes de la défense sont impliquées. C'est-à-dire, dans un conflit à haute intensité, ce n'est pas quelques troupes parachutistes qu'on envoie, c'est la marine, c'est la terre, c'est le service de santé, c'est tout. Et vous allez voir, cet été, le président Macron va faire certainement des annonces qui vont aboutir, dans les 5 ans, au doublement de la réserve opérationnelle. Nous devrions globalement atteindre, sur le papier tout au moins 300 000 réservistes qui apporteront leur aide à une armée aujourd'hui de métier. Celui qui a théorisé la chose, c'est Karl von Clausewitz, vous avez au moins entendu parler de lui, qui a dit que la guerre est une poursuite d'activité politique par d'autres moyens. Mais la guerre, c'est politique. La paix, c'est politique. La guerre aussi, aujourd'hui, est plus que jamais économique. Je vous rappelle l'ordonnance de 59, qui a été un peu détricotée, puisqu'elle a été modifiée un certain nombre de fois, mais c'est elle qui a mis l'accent sur le fait que la sécurité de l'État n'était pas non plus simplement sur le plan de la sécurité de la nation par les forces armées, mais également économique. Et puis aujourd'hui, la guerre s'articule au niveau des nouvelles technologies, qui sont le cyber, l'intelligence artificielle et les ressources quantiques. Vous ne pouvez pas séparer aujourd'hui l'informatique qui va évoluer, l'intelligence artificielle et le quantique. Alors, quelques petites définitions rapides. Le concept d'IA, ensemble des théories et techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Voilà. Je vous signale, j'en parlais avec Marion, que je mettrai, si vous le voulez, le PowerPoint à votre disposition. Et vous pardonnerez les quelques fautes qui ont pu passer, malgré tout, le filtrage. La cybersécurité. Sécurité informatique qui traite de tous les aspects concernant la protection des données transitant par Internet, comme les authentifications, leur confidentialité, leur intégrité, et j'ai rajouté entre guillemets, notamment lors de transactions commerciales, mais pas seulement. Je vous rappellerai que l'année dernière, pendant la période de Covid, l'Europe a fait l'objet d'attaques informatiques extrêmement puissantes, tant en France que dans tous les pays européens, en Europe centrale, et ces attaques visaient à piller les hôpitaux sur les données liées au Covid, parce qu'elles valent des fortunes, enfin, c'est très cher. Et donc les hôpitaux ont subi des attaques qui ont consisté à voler, on ne sait pas pour qui. Ça, c'est un des aspects de la sécurité informatique, on ne sait pas qui est le commanditaire, mais les défenses ont été cassées. Quand je dis les défenses, la plupart du temps, aujourd'hui encore, il y a très peu, voire pas du tout de défense. Et ces données, je dirais, sur l'observation clinique des malades atteints de la Covid, sont parties, on ne sait pas où. L'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique. Ah, l'ordinateur quantique. Aujourd'hui, vous avez tous devant vous un ordinateur. Moi, je me rappelle quand le premier ordinateur, qui était une machine qui pesait à peu près 20 kilos, qui valait à l'époque, c'était en 83, pratiquement 30 000 francs, c'est-à-dire quand même 4 500 €, ce qui en ramène aujourd'hui, en euros d'aujourd'hui, valait une fortune. Il avait une mémoire de puce, il savait à peine faire 2 plus 2. C'était un début. Aujourd'hui, vous avez des ordinateurs qui ont des puissances absolument extraordinaires. Une simple calculatrice électronique, aujourd'hui, a une puissance 1000 fois supérieure, je dirais, aux missiles qu'on mettait en place, comme les Patriotes, qui servaient à la protection, la défense antimissile. Aujourd'hui, on est dans l'ère du quantique. Et le quantique, c'est quelque chose qui est en train de nous révolutionner. Ça repose non pas sur des 0 et des 1, mais des qubits, c'est-à-dire un 0 qui peut aller du 0 au 1, c'est-à-dire sur une particularité de la physique qui nous dérange, qui nous bouscule. C'était tellement facile. Vous vous rappelez, Newton, il est là, il est sous son arbre, il se repose, et puis d'un seul coup, poum, il reçoit une pomme sur la tête, c'est ce que dit la légende, et là, il découvre les lois de la gravité. Bah, le quantique, c'est un peu Alice au pays des merveilles. Alors, vous passez de l'autre côté du miroir, et vous rentrez dans un monde qui a des règles qui sont extravagantes pour nous, qui ne sont absolument pas intuitives, et qui bousculent notre conception de voir les choses. Par exemple, c'est basé sur l'intrication. Par exemple, vous allez créer 2 photons intriqués, ils passent dans un cristal avec un laser, puis vous créez deux petits photons qui sont sympas. Ils ont une vie, vous les placez à 100 millions de kilomètres de distance. Si vous chatouillez l'un, l'autre réagit instantanément. Ça ne viole pas les principes de causalité, de la relativité d'Einstein, c'est quelque chose d'exceptionnel. On ne sait pas encore trop comment ça fonctionne, mais ça ouvre des perspectives absolument extraordinaires.
Pour vous dire que là, on est dans un mécanisme qui est ancien. C'est un article d'Einstein dans les années 30 qui consacre un peu l'existence de, je dirais, ces particularités que je vous décris. Et ça a été vérifié il y a très peu de temps par Michel Aspect, qui est un physicien français dans les années 2010. Donc vous voyez, ça a été théorisé au début du siècle, alors qu'il n'y avait pas encore d'accélérateur, de particules, ceci, cela, et ça a été vérifié que très récemment. Quels sont les domaines privilégiés du quantique? Eh bien, la cryptographie classique, la cryptographie quantique, quasi inviolable. J'ai rajouté quasi inviolable parce qu'il y a quelque temps, on s'est rendu compte que ce qu'on imaginait, et ça c'est très classique, qu'avec la cryptographie quantique, on avait atteint un degré de sécurisation, on allait atteindre, puisque ce n'est pas encore le cas, formidable, et qu'on allait pouvoir rendre absolument inviolable ce genre de cryptage. Eh bien non, d'ores et déjà, il y a déjà des algorithmes qui sortent, qui peuvent permettre d'envisager que même la cryptologie quantique sera cassable. J'ai rajouté pour vous les prévisions financières, la météo, la génétique, les bases de données, l'intelligence artificielle, donc par exemple la vision intelligente, la reconnaissance automatique, dont on parlera un peu plus loin. 100 ans d'accélération scientifique et technologie sans précédent dans l'industrie et surtout dans l'histoire de l'homme. Allez, faisons rapidement, je rappelle que c'est à la louche, c'est pas tout à fait exact, mais c'est fait pour marquer les esprits, sachant que ces données-là sont très variables. Quand je parle de découverte du feu, du silex, du bronze, vous avez des données qui sont différentes suivant les pays, les zones du monde, de l'Europe. 500 000 ans pour la découverte du feu, 100 000 ans pour le silex, 9 000 ans pour le bronze, 2500 pour le fer, 200 ans d'acier, 20 ans pour les nanotubes de carbone qui pèsent 100 fois moins et qui sont 1000 fois plus résistants que l'acier. Je vous rappelle quand même la révolution industrielle. Je reviens sur cette capture du feu. Vous vous rappelez peut-être La guerre du feu, c'est un très beau film. La période néolithique marquée par la sédentarisation, l'élevage, le chasseur-cueilleur qui s'installe, qui passe à l'agriculture, la généralisation de la pierre polie. Elle prend fin avec l'émergence du bronze. Vous avez donc, après 3 périodes industrielles, la mise en service des machines vapeur à haute pression. La deuxième révolution, c'est l'avènement de la chaîne de montage. C'est le taylorisme, c'est M. Ford qui avait décidé d'ailleurs que les consommateurs avaient le choix de la couleur de leur Ford. C'était du noir ou du noir. Comme ça, au moins, on ne s'embêtait pas. Et puis la troisième révolution avec les robots qui fabriquent, je dirais, des voitures. Et là, je vous ai donné un chiffre, c'est une donnée Ford pour une usine allemande. Le premier modèle des Ford, et c'est une donnée qui date de quelques mois, 1 an ou 2, était passée maintenant de 1h30, comme vous pouvez le voir, à 86 secondes. C'est beau, la productivité. La 4e révolution industrielle, c'est l'intelligence artificielle qui va révolutionner complètement notre industrie. L'avènement de la société de l'information. Considérons que l'information, c'est de l'énergie. D'ailleurs, en physique, quand on parle de l'entropie, quand on a inventé un diable, qui est le diable de Boltzmann, qui se met dans une enceinte, et puis c'est un gentil diable. Il trie les molécules chaudes d'un côté, les molécules froides de l'autre. C'est de l'information. Donc, le premier à avoir un peu théorisé tout ça, c'est un religieux, c'est Pierre Teilhard de Chardin, qui a inventé la société de l'information, la notion de noosphère. Et puis après, vous avez vu, il y a eu la naissance du World Wide Web. Il faut remonter aux années 45 pour que ce soit les travaux, l'émergence des premiers ordinateurs, le Colossus britannique, les travaux de Turing, dont on parlera tout à l'heure. 57, Sputnik, c'est-à-dire le premier satellite lancé qui a tourné autour de la tête, qui faisait bip bip. C'était 57, c'est un satellite soviétique. 61, c'est le premier vol de l'espace, c'était Yuri Gagarin. Quelques mois plus tard, c'était Valentina Tereshkova qui devenait la première femme dans l'espace. 69, marche sur la Lune. Et entre 61 et 69, c'est l'émergence moderne de l'intelligence économique avec une société dont on reparlera qui est Sistran. Et c'est une société que vous utilisez encore aujourd'hui qui fait de la traduction automatique. Vous pouvez l'utiliser, on peut télécharger le logiciel et elle va beaucoup évoluer avec l'intelligence artificielle. On est déjà là dans un système de relations entre l'information, la conquête de l'espace, et qui avait un aspect économique et qui avait surtout un aspect de souveraineté
Et rappelez-vous qu'à l'époque, nous étions dans l'affrontement de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, et que la conquête de l'espace constituait un élément important de ce conflit larvé. Qu'est-ce qui nous caractérise aujourd'hui? Ce sont des mémoires de plus en plus importantes. Vos ordinateurs ont évolué en l'espace de 2 ans. Les vieux disques durs ont remplacé maintenant à des mémoires plus stables qui consomment moins d'énergie et tout, qui coûtent moins cher. Vous avez, j'imagine, utilisé des systèmes de recherche pour trouver les indexations, les mots-clés. Et tout ça se protège, ou du moins devrait se protéger. Parce que l'université, je le dis comme fonctionnaire de défense, de sécurité-défense, est un monde tellement ouvert, tellement dans le partage, que personne n'a envie d'échanger, de protéger. Il faut que nous soyons dans une sorte d'humanisme qui permet d'englober y compris nos collègues, c'est-à-dire que nous pouvons échanger. Et nous ne protégeons pas suffisamment, je dirais, nos systèmes d'information. Où est-ce que ça prend naissance, ça? Eh bien, ça prend très curieusement naissance en Mésopotamie, à Sumer. Et à l'époque, il y avait dans la cité d'Uruk, il y avait une industrie, on va dire entre guillemets, florissante, de poterie. Et ces poteries avaient un très très grand succès parce qu'elles avaient un vernis qui était très beau, ça plaisait au consommateur local. Et donc, ben voilà, la cité-État était florissante parce que ces artisans vendaient beaucoup de poteries chatoyantes. Et là, on constate à cette époque-là l'intervention des systèmes militaires, parce qu'il y avait déjà des systèmes de cryptographie, de codage. L'armée a fourni un système de cryptage rudimentaire pour l'époque, mais efficace, pour coder la recette, je dirais, de ce vernis, pour assurer, je dirais, la prééminence de cette cité, en protégeant la recette des vernis des poteries. C'est assez extraordinaire, cette alliance. Il y a environ 4500 ans entre le système militaire qui protégeait la cité et le développement économique de la cité. Petite curiosité, vous savez, c'est à Sumer qu'on avait, en Mésopotamie, on avait des tablettes d'argile. C'est là qu'avec l'écriture cunéiforme, on faisait tous les actes de la vie civile, et que c'était beaucoup d'actes qui étaient liés au commerce, qui étaient liés à la réglementation et tout. Et curieusement, je vous ferai cette petite remarque, les tablettes en argile, pour beaucoup, sont parvenues jusqu'à nous. Je pense que vous savez ce que donnent vos fabricants pour les disques, les DVD, même les meilleurs, ceux qui sont avec un film d'or. Ils ne les garantissent pas plus d'un siècle. Et là, nous avons des tablettes mésopotamiennes qui ont 4500 ans. Et plus, celles qui ont le mieux résisté, ce sont celles qui étaient dans les bibliothèques qui ont été touchées par des incendies. Pourquoi? Parce que les tablettes d'argile ont été cuites, elles étaient encore plus résistantes, donc elles sont encore plus parvenues jusqu'à nous. Curieux. C'est pour ça que, quelque part, nous avons la prochaine génération de stockage dont vous avez entendu parler, qui sont des stockages à partir d'ADN. Vous avez peut-être vu des annonces qui ont été faites ces semaines précédentes. C'est extraordinaire. On a une capacité de compactisation de l'information et de sécurisation de cette information, puisque, vous vous rappelez, peut-être qu'on trouve même maintenant, on est capable de décrypter l'ADN de mammouth. Donc c'est encore plus vieux, donc quelque part ça peut franchir les siècles. Le seul problème, c'est que c'est une information qui est extrêmement difficile à coder et encore plus difficile à décrypter, décoder dans l'autre sens. Donc c'est pas évident. Mais c'est le début. Donc là, je vous ai évoqué Sumer. Donc quelque part, on est dans un processus qui continue à évoluer. Je vous rappelle simplement à l'époque, la Chine antique, avec le ver à soie, c'était un secret militaire. C'était également, je dirais, un aspect très important de l'économie chinoise. Et tout individu qui était trouvé porteur d'un ver à soie, eh bien, était passé par les armes. L'intelligence artificielle. Alors là, ça y est, elle arrive enfin, l'intelligence artificielle. Elle n'existait pas vraiment à l'époque de Sumer, pas du tout. C'est donc une jeune technologie. C'est une technologie duale. Ça veut dire qu'elle est civilo-militaire. Elle sert aussi bien l'un que l'autre. L'IA, l'intelligence artificielle, est qualifiée de General Purpose Technology, c'est-à-dire une technologie à usage général aussi courante que peut l'être aujourd'hui le courant, la lumière. C'est-à-dire quelque chose qui sert aussi bien le secteur civil que le secteur militaire. Ce que je vous demande de retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'un et l'autre sont étroitement imbriqués.
Entre 2010 et 2020, les publications scientifiques ont augmenté de 300%. Entre 2020 et 2022, ce chiffre a doublé. Et maintenant, on est dans un phénomène, une sorte de spirale exponentielle. Ça devient l'objet de recherche intensive dans le monde entier. Il faut dire que l'avènement de l'ordinateur quantique, couplé à l'intelligence artificielle, annonce un bouleversement, ce bouleversement que je vous évoquais au tout début, qui va vous bousculer. Vous n'avez plus devant vous 10 ans, 15 ans pour voir venir les choses. Vous avez quelques mois pour les anticiper. Vous avez quelques mois aussi, parce que dans quelques temps, dans 2 ans, 3 ans, pour ceux qui vont faire un M1, M2, pourquoi pas un doctorat, vous allez rechercher du boulot. Eh bien, le monde dans lequel vous avez évolué professionnellement va être marqué par ce qui se passe en ce moment. Pas dans 10 ans, dans 2 ans, dans 1 an. Je vous donne un exemple. J'ai un de mes amis qui est diplômé, qui a son doctorat en sciences de l'Université de Nice, qui aujourd'hui dirige un des plus grands laboratoires d'une des plus grandes sociétés mondiales dans le domaine de l'informatique et du quantique. Il est à l'étranger et il me disait encore il y a 2 ans, il fait de la recherche fondamentale. Il me disait, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils racontent tous des bêtises, les ordinateurs quantiques, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Ce sont des fausses annonces, c'est des annonces un peu de marketing, c'est pas faux. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, en l'espace même pas de 2 mois, eh bien, de 6 mois, je dirais, eh bien, on voit apparaître D-Wave, l'ordinateur quantique de Google, des annonces d'IBM, Atos, qui aussi fait des recherches. D'un seul coup, ça explose de tous les côtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui qui était chercheur en sciences fondamentales n'a pas vu le caractère industrialisable de ces ordinateurs, leur émergence. Ça veut dire que toutes ces recherches étaient couvertes par le secret et d'un seul coup, elles déboulent, il n'y a pas d'autre terme, sur le devant de la scène. Donc, l'intelligence atomique plus l'ordinateur quantique, l'IA, c'est un bouleversement majeur et je vous recommande d'être très attentif parce qu'il faut être quasiment attentif tous les jours. Ça va changer nos manières de voir les choses et ça va avoir changé aussi l'art de la guerre qui est définitivement hybride. Je reviendrai tout à l'heure sur cette notion d'hybridité. Là, vous avez, je veux dire, le marché qui augmente et là, il est complètement en train de monter. Ces prévisions qui ont été faites déjà il y a quelques années sont totalement dépassées tellement le marché est en train d'exploser. Allez, on va aller vers ce qui fait un peu peur, qui peut vous inquiéter. Je vais vous parler du modèle Terminator. Vous avez peut-être tous vu les films avec Schwarzenegger, c'est ça, hein, avec le dernier modèle, qui est un modèle en métal coulant, voilà. Alors que le cyborg, on le voit autour des épisodes, est doté d'une intelligence artificielle quand même redoutable. Ça donne une image qui est, je le dis dans ce PowerPoint, fascinante et irritante. C'est l'image d'un ordinateur qui est doté d'une conscience agressive. C'est un peu l'image que l'on retient. Et d'ailleurs, quelque part, c'est les questions qu'on se pose au niveau de l'éthique. Et vous qui êtes juriste de formation, vous aurez certainement à travailler sur ces questions, je dirais, d'éthique. Elles sont fondamentales parce que ces machines intelligentes sont en train de faire irruption complètement dans le domaine militaire. Donc Terminator, c'est un robot cyborg, c'est un assassin sans conscience, il a une mission, il cherche à la remplir. Terminator essaye de mimer l'homme. Après tout, on aurait pu lui donner une autre forme. Ben, on lui a donné une forme humaine, d'accord. Et il y a encore 5 ans, ce qu'on voyait, je dirais, dans un film paraissait un peu étrange. Je vous dirais que imiter l'homme, c'est une chose, mais c'est aussi reconnaître. Les intelligences artificielles, il y a encore 5 ans, étaient capables grossièrement de reconnaître 1 ou 2 émotions. La colère, la peine, la joie. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on est arrivé à la capacité d'analyser de manière subtile plus de 600 expressions humaines. Et maintenant, on passe aujourd'hui, les Japonais sont très forts pour faire des cyborgs avec des visages expressifs qui sont à leur tour capables d'exprimer ces sentiments. Et il y a des expériences, il y a des études en sociologie qui montrent que eh bien, les êtres humains s'adaptent à ces machines et sont capables d'avoir des sentiments, de l'affection. Je vous rappelle Ebo, le petit chien de Sony, pour lequel les enfants étaient totalement attachés alors que c'était une machine extrêmement rudimentaire. Alors, je vais vous passer maintenant le modèle absolu. Est-ce que vous connaissez 2001, l'Odyssée de l'espace? Qui le connaît? Bravo, bravo. Parce que vous savez peut-être que c'était un des films qui est un film culte,
Est-ce que vous savez que ce film a été retenu comme l'un des 50 plus grands films de l'humanité, classé au niveau mondial et conservé, je dirais, à la Library of Congress à Washington. Alors le modèle historique, c'est HAL. Vous vous rappelez, l'intelligence artificielle qui veut mettre fin à la mission, qui se sent menacée. Est-ce que vous savez qui est HAL? Est-ce que vous avez vu qu'il y avait un petit jeu de mots là derrière, un petit clin d'œil? Oui? Hein? Non? Non? Allez, je vous donne la réponse. Mettez une lettre suivant dans l'alphabet après chaque lettre. H, I. HAL, c'est quoi après le A? Et après? M, IBM. Voilà. IBM était décaché derrière le robot qui allait dans l'espace. Voilà. Allez. Voilà, je vais me faire un plaisir. Ça va un peu nous rappeler le film. Alors. Il n'y a pas le son? Comment ça marche, ça? Marion! Ça a atteint ma barre de commande. Allez, je vais arrêter. Oui, je veux bien. Hier, j'avais une vidéo aussi. Vous avez eu le même problème? Ouais. On peut sortir Oui, peut-être? vous pouvez sortir. C'est quoi? On escape. Je pense que c'est ça. Arrêter le diaporama. Ah, voilà, arrête de dire pour la main. Voilà. Oui. Là, je l'ai. Je l'ai là. Il faut le... Voilà. C'est juste la sortie son. C'est ça. Alors attends, on va retenter la vidéo. Elle est où la vidéo? La vidéo, elle doit être un peu plus loin. Voilà, elle est là. Do you mind if I ask you a personal question? Voilà. C'est dans les... Attends. Vous vous souvenez hier? J'ai juste sorti, je l'ai... Ah, il faut aller là? Non, mais il faut aller dans les... Moi je dirais, normalement ici on a le son à chaque fois. Là, je l'ai le son. Oui, Je oui, vais mais monter. en fait, il faut changer, si tu veux, la source du son, Ah, d'accord. tu vois. Donc, Peut-être là, regardez. Voilà. C'est le gâteau, normalement. On peut tenter. Voilà. Extraordinaire. Merci, mesdames. Merci. I've wondered whether you might be having some second. peut-être ce micro est mieux, Christian. On t'entendra mieux parce Ah, d'accord. que, tu vois, au moins, t'as pas besoin de... Ah oui, d'accord, tu as raison. C'est vrai. Allez, merci, merci. On va revoir un petit épisode. C'est la bande-annonce qui a été remasterisée, puisque... Do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Do you mind if I ask you a personal question? Allez, on va un peu s'arrêter là. Pour ceux, c'était de revoir ces images. Effectivement, le film a fêté il y a 2 ans ses 50 ans et n'a rien perdu. C'est un film à l'esthétique extraordinaire.
Et il est conservé depuis 1991, je le dis, à la Bibliothèque du Congrès, pour son importance culturelle, historique et esthétique. Donc HAL, c'est un ordinateur qui tourne mal, hein. Il n'est pas sympa du tout, il a une conscience propre. Alors ça, je ne veux pas vous en parler. La dernière fois que j'ai fait le cours en M2, les étudiants n'ont pas aimé du tout. Vous êtes des juristes de base. Quand j'ai énoncé, je dirais, un petit peu les recherches mathématiques, alors là, tout le monde est parti en sautant par la fenêtre. Voilà, vous ne vouliez pas entendre et tout. C'est important quand même, je vous le signale, d'avoir cette conscience de ce qu'elles sont les étapes de l'humanité des grands mathématiciens qui ont permis de jeter les bases aujourd'hui des algorithmes que vous connaissez, avec lesquels vous travaillez. Là, vous avez un peu une idée de l'évolution dans le temps. Allez, les banquiers, les financiers que vous êtes passés de la Pascaline au Boulier, sans compter, vous savez qu'il y a aussi le premier ordinateur, la machine anticitaire, qui était d'une précision absolument redoutable. Je reviens sur l'accélération foudroyante qui est une des choses que je veux vous passer aujourd'hui. La génétique, il a fallu attendre 1957 pour la description de l'ADN, la chaîne, la double hélice, Crick et Watson. La microscopie électronique, curieusement, elle est née beaucoup plus tôt. Elle est née dans les années 1930. La conquête spatiale, 69, la marche sur la Lune. Les transmissions quantiques ont commencé dans les années 2003-2007 et au départ, elles étaient de quelques millimètres. Quelques mois plus tard, elles étaient d'un centimètre ou deux. 1, 2, 3 mois plus tard, elles étaient de 10 mètres, 100 mètres. Et à l'époque, cette chose assez extraordinaire, la plupart des collègues avec qui je parlais me disaient ces transmissions quantiques, il faudra attendre au moins 20 ou 50 ans avant que ça puisse servir. 20 ou 50 ans. Alors que l'évolution se faisait de mois en mois et que très rapidement, on a obtenu le kilomètre. Et puis, quelque part, c'est le satellite, la première expérimentation chinoise qui s'est passée l'an dernier, une communication entre une base sol et un satellite, une transmission quantique qui a été effectuée qui constitue une grande première. Très vite, l'industrie s'est emparée de ça, puisque c'est en 2014 qu'une société suisse qui s'appelle ID Quantique a travaillé. Vous savez que les Suisses adorent voter, ils votent tout le temps. Donc la société ID Quantique a fait le premier système de transmission des résultats de votation par crypto quantique. Alors ce n'était pas tout à fait la crypto quantique. C'est-à-dire que le résultat était dans une enveloppe qui permettait de voir s'il avait été intercepté, ouvert ou pas. Mais c'était tout à fait bouleversant, puisque quelque part, on n'imaginait pas ça quelques années auparavant. Je vous parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle avec la conquête de la Lune. C'est un moment tout à fait exceptionnel. Alors rappelez-vous, je reviens, 1957, c'est Sputnik. Il y a eu un chien qui a été lancé. Vous vous rappelez comment s'appelait le chien qui a été lancé dans l'espace? Bravo. Alors, ensuite il y a eu Yuri Gagarin, ensuite il y a eu Valentina Tereshkova. Puis il y a eu ce fameux discours du président américain qui a dit « les États-Unis ne peuvent pas rester en arrière, il en va, je dirais, de la notoriété, de l'image du pays ». Et les Américains qui n'arrivaient pas à mettre en orbite un seul satellite sont passés entre 61 et 69, ont rattrapé le retard et ont posé un homme sur la Lune. Comment ont-ils fait? Eh bien, un des aspects, outre l'effort qu'ils ont fait pour rattraper ce retard, ça a été de voir ce que les Soviétiques faisaient. Les Soviétiques ne protégeaient pas leur information à l'époque dans les laboratoires. Leur centre de recherche publiait. Ils pensaient que le russe constituait une sorte de protection suffisante. Et donc c'est là qu'il y a eu un système qui était un système couvert par le secret défense, c'est-à-dire Sistran, qui s'est mis en place et qui grammaticalement permet de passer assez facilement du russe vers l'anglais. Et là, on a pu décoder relativement facilement, je dirais, les laboratoires, les éléments de recherche des Russes. Et cette société Sistran a perduré pendant longtemps. Elle était couverte par le secret défense. Ensuite, elle est passée à un stade d'exploitation commerciale. Et puis pendant un certain temps aussi, il fallait transmettre aux États-Unis les éléments dont on voulait faire la recherche. Et puis après, Sistran a été vendu à un Français, un Européen, M. Gachot, qui travaillait sur de la tuyauterie un petit peu pour les centrales nucléaires. On en a fait un usage et on continue à faire des dispositifs de traduction automatique, des usages intensifs en matière du renseignement, de traduction automatique des langues.
Dans le même ordre d'esprit, il y a Blue Gene, qui est un petit peu un jeu de mots. Blue Gene, c'est IBM. C'est un ordinateur qui a été financé par, à l'époque, le DARPA et par IBM, qui fait de la simulation de repliement de protéines en temps réel. Alors ça avait un usage dual également, c'est-à-dire que les protéines, on les voit se replier. Comment ça marche? On peut d'ailleurs, de cette manière, leur conférer à l'avance de la prédication sur des aspects thérapeutiques. Et puis en même temps, ça avait un aspect très militaire, parce que ça calculait la rentrée des ogives nucléaires dans l'atmosphère. Donc vous voyez, vous êtes en même temps dans la recherche médicale et en même temps dans le militaire. Alan Turing. Alors j'ai toujours pas vu le film, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film sur Alan Turing. C'est un personnage étonnant, c'est un cerveau absolu, c'est une histoire fabuleuse. Ses travaux ont fondé l'informatique. Il va poser le problème de la machine Enigma. Alors la machine Enigma, je vous la raconte, vous avez en Allemagne la montée en puissance du nazisme et les services de renseignement français vont, sous l'ordre du capitaine Bertrand, très tôt, investir et trouver un informateur qui dirige les travaux sur la machine Enigma. Je vous fais un rapide résumé. Donc déjà, bien longtemps avant la guerre, les services français avaient compris comment fonctionnaient les Allemands et ont commencé à faire de celui qui était le patron de l'unité un agent double. Mais c'est simple, il aimait l'argent, donc on lui a donné, c'était un petit oboro allemand, il était très content, donc on lui a donné plein de sous et il a trahi son pays. Quand la guerre est venue, eh bien, je dirais, les Polonais qui nous aidaient parce qu'ils étaient très forts en mathématiques, les Allemands ne s'étaient toujours pas rendus compte qu'on avait réussi à à avoir des informations sur Enigma. Mais que savoir comment marche Enigma ne dit pas être capable de faire un rebours, un décryptage. Ah, on savait, on connaissait. Donc, quelque part, la machine a vécu un curieux parcours, un curieux périple. Il faut savoir que lorsque la machine a été envoyée en Angleterre, à Bletchley Park, dans lequel travaillait Alan Turing, la machine est passée par Nice. Nice, dans lequel, je dirais, il y a des tas de choses qui sont passées pendant la guerre. Eh bien, la machine est passée par Nice avant de partir vers l'Espagne, avant de partir après ailleurs. Ensuite, elle est allée en Angleterre, et là, ils ont travaillé sur la machine. Ils ont réussi à la casser le code. Au début, il fallait à peu près une dizaine d'heures, quand on était aux prémices qu'on avait réussi à la casser. Parfois, c'était suffisant pour prévoir une attaque, parfois, ça ne l'était pas. Et puis, après, on avait des résultats en moins d'une heure, en 20 minutes. Et les Allemands n'ont jamais soupçonné que les Anglais, que les Alliés étaient capables de casser leur code. C'est tellement incroyable que la zone qui était conférée pour faire ces travaux, qui était ultra secrète, qui était Bletchley Park, n'a été déclassifiée qu'il y a quelques années à peine. Et je me suis laissé dire qu'il y a encore des zones dans ce qui est devenu une espèce de parc qu'on paye aujourd'hui pour visiter Bletchley Park. Eh bien, il y a encore des zones qui sont couvertes par le secret défense, 70 ou 80 ans plus tard. C'est assez extraordinaire. Alors, il a posé, Alan Turing, les fondements de l'informatique, et le fameux test de Turing dont on parlera, qui est à partir de quel moment une machine est-elle consciente. Alors, on revient sur HAL, et donc on soumet à un homme et à une machine des questions, puis on essaie de savoir laquelle est l'homme et laquelle est la machine. Il a été poursuivi en 1952 pour homosexualité. Et là, l'Angleterre n'a pas été chic du tout. Et en fait, il a porté plainte contre son ancien copain, qui, je dirais, avait volé dans son appartement. Et la justice a enquêté sur les deux. À l'époque, l'homosexualité était un crime. Il a été condamné à la castration chimique. Et le ministère de la Défense a été absolument odieux, n'a pas voulu intervenir pour Turing. Et c'est il y a quelques années à peine qu'il a été reconnu comme héros de guerre, gracié par la reine à titre posthume. C'est une histoire tragique et vraiment extraordinaire, mais également tragique. Allez, vous avez des films, voilà, si Alan Turing au centre. Vous avez un ouvrage qui est sorti que je vous conseille, qui est le neveu de Turing, Dermot Turing, qui raconte un peu l'Odyssée. Et puis, il y a un petit ouvrage qui était fait par les éditions scientifiques du Monde, Si les machines pouvaient penser. C'est très agréable à lire et on permet de mieux comprendre. Voici la machine, voici Colossus, qui était l'ordinateur qui fonctionnait avec des lampes. Il faisait tellement chaud qu'ils étaient obligés de se mettre quasiment en chemisette. Et puis la machine Enigma, qui fonctionnait avec des rotors. Chaque section de l'armée, la marine,
l'armée de l'air allemande avait sa machine avec ses perfectionnants complémentaires. Et jamais, je répète, les Allemands. Le fait de décrypter la machine Enigma a permis de gagner au moins 2 ans sur la guerre et donc d'éviter, des millions de morts. On passe aussi à... Vous voyez, on est très film de science-fiction, écrivain. Vous connaissez tous Isaac Asimov. Je pense que vous avez lu sa série sur Fondation ou sur les robots. Alors c'est un biochimiste qui est venu aux États-Unis. Il a écrit donc Robots, la série des robots, Fondation. Et il va créer les lois de l'informatique, de la robotique. Un robot ne peut pas porter atteinte, vous les connaissez certainement, mais là vous aurez le temps de les relire. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains. Et le robot ne doit pas nuire. Mais je veux dire, les situations objectives que nous rencontrons aujourd'hui dans la robotique sont tellement novatrices que Asimov est un peu bousculé. Vous avez dû voir ce paradoxe des machines, des voitures qui sont capables de rouler, d'être autonomes. Et ces machines, elles sont mues par une intelligence artificielle. Alors à un moment donné, imaginez une voiture conduite par une intelligence artificielle qui roule, elle est confrontée à un dysfonctionnement du mécanisme du moteur, elle perd le contrôle de la voiture, elle ne peut donner que des coups de volant à droite à gauche. Alors à droite, allez, qu'est-ce qu'on veut ? On va faire du riser. Il y a une bande de scouts. À côté, à gauche, il y a une assemblée d'étudiants du LC4. Voilà. Et la machine, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est obligée d'aller à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'elle choisit ? Les jeunes scouts ou les étudiants ? Elle peut aller de façon que d'un côté ou de l'autre. Et théoriquement, elle est dans l'impossibilité de faire du mal à l'homme. Voici les problèmes aujourd'hui dans lesquels les gens qui construisent aujourd'hui, ça va de Google, Apple, tout le monde travaille aujourd'hui sur la machine, la voiture autonome. On est face à des problèmes assez intéressants. Ces problèmes-là, on les retrouve aujourd'hui en matière militaire avec les drones. Vous avez entendu parler des drones tueurs et les munitions rôdeuses. Alors ça, c'est quelque chose qui sert beaucoup, je dirais, dans les tas d'opérations en Syrie, en Afghanistan. Vous savez comment ça se passe. C'est un pilote de l'US Air Force, il rentre, il est dans le Nevada, il dit « Tiens, c'est mon service, je prends mon service ». Il rentre dans son centre de commande, il est dans un bon fauteuil, et là, il commande à un drone qui vole complètement de l'autre côté de la Terre. Alors ça se passe par communication filaire, fibre... je dirais, par satellite, par câble marin. Il y a un petit peu quand même de perte de latence. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle vient se greffer à ce système. Parce que quelque part, à un moment donné, il dit, tiens, là je reconnais un chef d'Al-Qaïda. Ben, d'accord, mais le temps que l'information fasse le tour, vienne et revienne, ça prend du temps. Donc on a imaginé les militaires dire, je vais mettre dans le robot les coordonnées du chef. Bon, on en parlera tout à l'heure. On a mis en place des garde-fous. C'est-à-dire qu'on reconnaît le chef. Et il faut bien à un moment donné le feu vert pour donner le feu vert de tirer. Et c'est là que se posent les problèmes d'éthique, les problèmes d'autonomie de la machine. On en parlera tout à l'heure. L'intelligence artificielle, si elle permet de reconnaître les visages, si elle permet de faire de la traduction automatique, c'est parce qu'elle utilise le deep learning, l'apprentissage profond. Elle est mise en application dans tous les domaines, avec toujours ce mélange, temps de paix, temps de guerre et l'aspect économique. Par exemple, aujourd'hui, on utilise beaucoup l'IA pour la radiographie ou la dermatologie. On l'utilise aussi de plus en plus pour le renseignement, pour la défense. Tenez, vous savez, vous avez entendu parler comment on reconnaît quand vous avez un petit mélanome, si c'est un grain de beauté, il faut qu'il ait un surépaisseur, il faut qu'il y ait une variation de couleur. Voilà. Et là, vous avez à peu près... C'est un domaine de prédilection de l'intelligence artificielle. Les chiffres qui datent d'il y a 2-3 ans, on atteignait à peu près 85% de reconnaissance des mélanomes. Ils ont beaucoup évolué aujourd'hui et ils sont d'une aide plus que précieuse pour les dermatologues. Il n'empêche que les dermatologues ne sont pas du tout au chômage, puisqu'il faut qu'ils analysent les images, qu'ils les indexent, pour pouvoir dire j'ai observé un mélanome ou un grain de beauté à telle époque, c'est devenu un cancer ou c'est pas devenu un cancer. C'est ça qui alimente les bases de données et l'intelligence artificielle. C'est la même chose aujourd'hui avec, je dirais, les clichés de radiologie. Quand vous allez faire un cliché de radiologie à Nice,
Est-ce que vous savez que votre cliché est envoyé instantanément au Japon? Et il rentre dans une grande base de données. Et il fournit ce qu'on appelle une aide à la décision et permet, je dirais, d'éviter de classer directement ceux qui se sont cassés un membre ou pas. Donc vous voyez, quelque part, on est en train de créer ce qui constitue des bases de données, créer de la richesse. Et cette richesse-là constitue un avantage concurrentiel sur tous les autres. Vent stellaire. Est-ce que vous avez entendu parler de vent stellaire? Qui a entendu parler de vent stellaire? Là, on rentre dans le militaire pur. Pas personne. Est-ce que vous avez entendu parler d'échelons? Ah, alors échelons. Revenons dans la guerre. Les Alliés sont confrontés face à l'Union soviétique. Je vous rappelle qu'en 1989, la chute du mur de Berlin, c'est la guerre froide. Et les Alliés sont dans un monde anglo-saxon dans lequel la France, après le retrait du général de Gaulle de l'Alliance Atlantique, se retrouve un petit peu en nombre réduit. On les appelle les Five A's. L'Australie, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada. Et donc, quelque part, ils vont mettre en place un système qui va être la poursuite d'un système mis en place pendant la guerre, c'est-à-dire un système d'interception des communications. Ce système de communication d'interception qui est né pendant la guerre et qui avait pour vocation d'être, je dirais, militaire, va devenir très rapidement un système civil et économique. Voilà, vous êtes américain, vous êtes anglo-saxon, vous avez une capacité d'écouter tout le monde, même en France, cabine téléphonique, une interception, n'importe quoi. Les capacités sont illimitées aujourd'hui avec le numérique. Et vous apprenez par exemple que, eh bien, je sais pas, Renault est en train de construire un nouveau véhicule, un concurrent allemand chez Volkswagen, je parle de Volkswagen parce que Volkswagen a été impliqué dans cet espionnage. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, ah non, moi je suis un allié, j'ai accès à des informations économiques. Ah non, je ne regarde pas, c'est vilain, ça c'est de la concurrence économique, je ne mets pas le doigt là-dedans. Mais non, quelque part, ce système échelon est devenu un système fondamental de la guerre économique et qui se poursuit. Il y a des bases d'écoute terrestres, il y a même des dispositifs d'écoute des câbles sous-marins. Il y a des sous-marins spécialisés qui vont au fond des océans, qui greffent des dispositifs spéciaux qui permettent en temps réel de capter, je dirais, une bonne partie du trafic international. Voilà, ça, c'est Vent stellaire qui est devenu, c'est la suite de Échelon, la suite du traité Okusa, et ils ont mis en place un système, je dirais, les Américains fondamental. Il y a actuellement 6 centres de stockage d'informations. Le premier a été implanté dans l'Utah, à une 50aine de kilomètres de Salt Lake City, c'est-à-dire le pays des Mormons. Là, vous savez, on stocke les fichiers sur, je dirais, les actes de naissance dans le monde entier. Extraordinaire, parce que cette cité-là, elle est capable, elle a été voulue, elle a été conçue pour être capable de constituer un siècle, pour l'instant, un siècle de connaissances, de communication. Ça veut dire que dans un siècle, vous irez voir par exemple le patron de cette centrale et vous direz « Oui, écoutez, alors voilà, mon grand-père était à la faculté de droit, et alors vous avez trouvé ça, mais je voudrais savoir, le 6 juin, il a passé un coup de fil à mon grand-père, à mon oncle. Mais il n'y a pas de problème, on appuie sur un bouton, et un siècle plus tard, on va vous donner la communication, toutes les métadonnées de la communication. Le but avoué, c'est de conserver un siècle de données pour l'éternité. Et les capacités de stockage augmentent tous les jours. Elles augmentent aussi parce que le numérique augmente l'information et que de plus en plus, ça devient pléthorique, ça ronfle de tous les côtés. Mais ça, c'est leur but. Donc, ce sont les voix, les métadonnées, les connexions Internet, les images. On va dire, ah Marion, là, tu as regardé un petit peu la fiche de Christian Tafani il y a tellement d'années et tout, tu t'es attardé pendant 3 secondes sur cette donnée. Vous savez ce que c'est les métadonnées? C'est ce qu'on conserve avec des règles qui sont données par, je dirais, l'Agence internationale des télécommunications. Mais il y a des pays qui gonflent les métadonnées. C'est quoi une métadonnée sur le téléphone? Quel est l'opérateur? La communication, elle a lieu dans quelle année, quel mois, quel jour? Elle a été passée entre quelle heure et quelle heure? Combien de temps, de secondes? Quelles sont les bornes qui ont été concernées? Quels sont les éléments de triangulation qui permettent aujourd'hui de capter quelqu'un? Ces métadonnées, aujourd'hui, il y en a bien plus.
et la vie privée derrière, elle s'efface un tout petit peu. Et ces données, c'est pour ça que les Américains mettent en place ces centres de stockage. Parce que des fois, ce sont des données, des informations qui remontent à 20, 30, 40 ans. C'est pour ça que la classification du secret défense couvre parfois 60, 70 ans, voire un siècle pour certaines. Parce que vous êtes capable de découvrir en réseau d'espionnage quelque chose 20, 30, 40, 50 ans plus tard. Donc, quelque part, on protège l'information. Alors, il y a des logiciels comme Palantir aux États-Unis qui ont été mis en place. Ces logiciels en France, il y en a d'autres qui ont été faits par des sociétés françaises. On essaye d'avoir, nous aussi, je dirais, des sociétés championnes. Mais les Américains s'y sont mis bien longtemps à l'avance et ils ont pris beaucoup d'avance sur nos propres dispositifs européens. Alors, la guerre hybride dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez une notion de ce que peut être une guerre hybride aujourd'hui ? Ça relève d'une stratégie militaire d'affrontement entre États et ça mélange des opérations de guerre asymétriques. On est proche du mécanisme de la lutte d'un État contre le terrorisme. C'est le mécanisme du fort au faible. Donc on mélange aussi de la cyberguerre et d'outils non conventionnels comme la désinformation. Donc un peu de désinformation, un petit peu de terrorisme, un peu tout. Aujourd'hui, toutes les cordes de cet arc peuvent être utilisées. Voilà, l'équivalent français, c'est Préligence, qui permet de détecter des chars, des avions, des bateaux, des campements, et qui donc fournissent dans le domaine du renseignement militaire des informations, mais également des informations dans le monde économique. Imaginez, vous êtes un opérateur, vous parlez tout à l'heure des bitcoins, vous travaillez sur la valeur, par exemple, du cacao ou du café. Vous avez des machines qui observent par satellite automatiquement, je dirais, ces plantations. La machine est en train de vous dire, j'ai analysé le spectre émis, le cacao est arrivé aux maturités ou n'est pas arrivé à maturité. Donc j'en déduis que on va avoir une surproduction de cacao ou une sous-consommation. Donc quelque part, ces engins-là permettent aussi de faire énormément de choses. Imaginez ces observations satellitaires et d'images qui permettent à un moment donné de dire « Tiens, je m'intéresse à une grande société de chimie, quelle que soit sa nationalité. » Vous passez devant cette société de chimie, vous avez des murs, vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous envoyez des avions au-dessus, vous n'avez pas le droit d'envoyer d'avions, le survol est interdit. Mais, par contre, tout ce qui est imagerie satellitaire, c'est autorisé. La machine, elle regarde, elle dit, ben voilà, et on a mis des bacs de décantation, on a mis tant de telle surface, et l'intelligence artificielle, elle travaille. Elle dit, bon ben là, vu le nombre de bacs de décantation, vu la disposition, c'est parce que l'usine va fabriquer tel produit. Et vous arrivez à une information stratégique, économique, et qui rentre dans le cadre de la guerre économique. Alors, on est dans un domaine qui évolue beaucoup et qui n'est pas parfait. Je vous montre par exemple un ordinateur qui s'appelle Christofari. D'ailleurs, j'ai fait une faute d'orthographe. C'est un F, qui est un ordinateur russe. Il est capable d'analyser 18 000 vidéos simultanément. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle devient de plus en plus capable de lire une photo, de lire une vidéo et de la comprendre. Donc vous posez une question en langage naturel, vous dites « J'aimerais retrouver dans les vidéos de surveillance, j'aimerais voir si on a une photo de Poutine avec le ministre de la Défense, peut-être en Sibérie. Je voudrais qu'on cible les photos qui sont prises en hiver, donc il devrait y avoir de l'image de la neige. » Eh bien, l'ordinateur, l'intelligence artificielle devient de plus en plus capable d'analyser en temps réel, dans le détail, ces images. Donc, quelque part, on va vers une masse de données. Et ces données vont envahir notre univers. Donc, on revient sur l'idée de départ, des capacités de stockage infinies, une information qui est capable de mixer des données qui sont en même temps civiles, militaires, avec une petite particularité, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes civils et militaires qui œuvrent fonctionnent aujourd'hui essentiellement avec de l'information ouverte. On dit en américain de l'open source. Et là aussi, quelque part, les techniques de guerre commencent à intervenir. C'est-à-dire que tous ceux qui travaillent sur ces questions commencent à comprendre, essayer de comprendre comment on peut injecter dans le net des informations
qui vont contredire ou perturber la compréhension de ces systèmes. Donc, plus que jamais, n'ayez pas confiance dans Internet. Ça devient un lieu d'affrontement, de bataille, et ce que vous lirez ne sera peut-être pas tout à fait exact. Là, vous aurez le temps de le voir, le temps passe. Vous avez dû entendre parler, c'est dans ce cadre que vous travaillez avec Marina Teller, les réseaux d'instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle. Il y a 4 instituts, Nice, Paris, Toulouse, Grenoble. Le 3 IA de la Côte d'Azur, avec ses axes fondamentaux. Et vous avez vu les axes. L'IA fondamentale, statistique, machine, deep learning, médecine, biologie computationnelle, bio-inspirée, intelligence artificielle et territoire intelligent. L'armée. L'armée, elle s'est mise là-dedans et elle essaie de comprendre comment fonctionnent ces dispositifs parce que le fameux robot HAL, cette intelligence artificielle, est capable d'intervenir donc en imagerie satellitaire, mais elle est capable aujourd'hui de plus en plus capable d'intervenir sur un théâtre d'opération. Vous êtes confronté en Afghanistan ou n'importe où, en ce moment en Ukraine. Vous êtes sur le feu d'une batterie, l'image satellitaire arrive, elle va utiliser toutes les composantes, c'est-à-dire l'imagerie satellitaire, les drones, les AWACS ou leur équivalent, et elle va être capable de mixer tout ça. Elle va être capable de dire les soldats sont répartis, comme vous êtes répartis là dans cette salle. Elle va être capable que votre rythme cardiaque est en ce moment de 55 coups par minute, qu'un autre est un peu plus important, que vous avez plus de munitions, que l'autre par contre a encore 3 chargeurs, que vous êtes derrière une butte, vous êtes protégé du champ de tir ennemi, et que quelque part vous êtes en très grand danger parce que vous n'avez plus de munitions, vous êtes exposé, donc il va falloir vous secourir. On découvre que vous avez été atteint, que votre rythme s'affole, que vos données vitales, le processus est engagé. Tout ça va permettre de gérer le champ de bataille, et vous comprenez que celui qui a la capacité de le gérer de cette manière-là prend un avantage décisif sur l'adversaire. L'intelligence artificielle a donc été prise en compte par le ministère des Armées. La défense est dans les 4 secteurs prioritaires que l'État a définis, avec la santé, l'environnement et les transports. Je vous rappelle quand même que l'environnement joue un rôle très important aujourd'hui dans la sécurité, comme les transports. Également la santé. Vous avez vu qu'en ce moment, dans la guerre d'information qui se joue actuellement, il y a eu des accusations qui ont été faites de laboratoires de biologie qui auraient été placés d'un côté ou de l'autre de la frontière. C'est un outil stratégique donc, qui est considéré comme nécessaire et destiné à garantir notre supériorité opérationnelle. La course aux algorithmes est engagée et donc il faut de l'argent, beaucoup d'argent. En fait, vous avez toutes les armes qui sont aujourd'hui concernées, chacune ayant décidé de créer une réserve opérationnelle ainsi que des centres d'instruction et de recherche dans l'intelligence artificielle, le cyber. Ça concerne l'armée de l'air, la terre, la marine, le service de santé des armées, mais également la gendarmerie et la police. Vous avez vu qu'on injecte à peu près 100 millions d'euros, mais ça ne veut rien dire, c'est 100 millions d'euros sur une ligne budgétaire. Ça veut dire que tout ce qui concourt, qu'on prélève sur les lignes budgétaires existantes ou autres, représente 10 fois plus, 4000 postes de plus. Il existe à côté de Rennes un centre qui a été inauguré il y a 2 ans, 3 ans, par la ministre des Armées Florence Parly. C'est un bâtiment ultra moderne et on attend dans les 2 ans le recrutement de 800 spécialistes en cybersécurité et en intelligence artificielle. Et je peux vous dire que ça fait mal parce qu'actuellement, comme les gendarmes veulent faire aussi le ComCyberGend, la police s'y met, tout le monde s'y met, eh bien on ne produit pas assez dans une université de spécialistes en cybersécurité. C'est donc un véritable virage stratégique à laquelle nous sommes confrontés. Et donc il faut se coordonner parce que sinon, c'est un peu la cacophonie. Donc aujourd'hui, ces spécialistes sont obligés de coopérer parce qu'ils sont obligés d'échanger des informations. Et je peux vous dire une chose, c'est que la France n'est pas le pays le plus partageux. Aux États-Unis, il existe environ 25 agences de renseignement. La collectivité du renseignement est, je dirais, coopérative, même si de temps en temps ça renacle un peu. Chez nous en France, ce n'est pas le cas. On a dit qu'on coopérait maintenant, mais c'est vrai sur le papier, c'est vrai dans la réalité, un peu plus, c'est vrai. Les agences commencent à coopérer, mais pas suffisamment. Voilà, l'aide à la décision,
le combat collaboratif dans la bulle tactique, la guerre des mines, la robotique, la cyberdéfense, la cryptologie, la logistique. Très important, la logistique et l'intelligence artificielle. Vous savez comment ça fonctionne aujourd'hui, comment ça a été inventé par un grand fournisseur français qui a créé de l'intelligence artificielle pour la défense à partir d'observations des escalators. Un escalator, quand il fonctionne, il y a un moment donné, il commence à fonctionner un peu moins. Alors quand il fonctionne un peu moins, il fait un peu des bruits. Seulement, à un moment donné, les microphones commencent à reconnaître des fréquences qui vont prévenir qu'il va être en panne dans une semaine, 10 jours, dans 6 mois. Donc, quelque part, on s'amène, on étudie tout. Et l'intelligence artificielle est capable, des fois, et c'est un des mystères auxquels nous sommes confrontés, nous faisons aujourd'hui beaucoup de rétro-ingénierie pour comprendre comment elle fonctionne. Parce qu'elle fait de l'auto-apprentissage, l'intelligence artificielle. Et ça devrait un peu nous inquiéter, pour pas qu'elle devienne autonome. Parce qu'à un moment donné, elle vous donne une solution qui est réelle. Elle vous dit, le cours de la bourse va augmenter. Bon, on regarde, le cours de la bourse augmente. Il a augmenté. Dans quelle proportion? L'intelligence artificielle dit que. Oui, elle a raison, l'intelligence artificielle. Alors, on dit, mais comment elle a fait? Elle a fait de l'auto-apprentissage. Et on essaie de comprendre comment elle fonctionne. Alors, naturellement, je caricature un petit peu ça, mais c'est exactement ça. Vous dites, c'est curieux, elle a corrélé des données de la bourse, mais je vois également qu'elle a regardé un petit peu des données climatiques et puis le vol des mouettes. Vous dites, comment ça, les vols des mouettes? Oui. Et alors, ça fonctionne. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais l'observation des mouettes lui a permis de dire que, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment devant une structure qui commence à être capable de structurer des données de manière incroyable. Et vous savez, le cerveau humain, aujourd'hui, est la plus belle des machines. C'est la plus belle des machines parce qu'elle permet de faire des choses tout à fait inconnues. Vous savez qu'on a fait récemment, les neurologues ont été capables de reconstituer des images en noir et blanc qui avaient été stockées par une personne qui avait fait une observation. Donc on a regardé la photo qui a été donnée, on a regardé, mais il faut faire de l'invasif. Vous savez combien il faut de neurones pour être capable d'avoir accès à combien de neurones pour être capable de reconstituer une image, c'est-à-dire d'extraire d'un cerveau humain une image tout à fait reconnaissante? Il en faut entre 120 et 150. Par contre, après, vous avez toutes les interactions entre neurones. Mais on pouvait s'attendre instinctivement à dire il en faut des milliers, des dizaines de milliers. Non. Donc, pour ça qu'il y a beaucoup de recherches, notamment en Israël, en Russie, aux États-Unis, sur ces questions. Allez, je vous laisserai observer plus tard le panorama des usages civils militaires. C'est simple, c'est une technologie qui sert à tout. Les robots. Les robots militaires, ça, c'est Boston Dynamics, une société américaine. Alors, vous reconnaissez, ça donne une dizaine d'années, les robots qui ont été mis en place, y compris avec les mules. Vous les apercevez sur l'image, vous savez, ces espèces de robots qui étaient supposés porter des charges pour aider le combattant sur le terrain. Bon, elles ont été un peu abandonnées pour l'instant parce que l'autonomie n'était pas géniale. Alors, on a mis un moteur essence, ça marchait mieux. Mais quand vous vous déplacez sur le terrain avec une mule qui porte votre matériel et un moteur à essence qui fait tof, 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 c'est pas génial si vous voulez conserver un peu de discrétion. Ça marche? Regardez un petit peu. C'était déjà il y a 7 ou 8 ans, ça. C'est tout à fait impressionnant. Le caractère un peu humain, regardez, il va marcher sur de la neige. Il va avoir des réactions pour assurer sa stabilité tout à fait humaine. L'algorithme est déjà pas mal. Et là, il est lâché dans la nature, sur de la neige. Là, il a failli glisser, il s'est rattrapé. Allez, c'était il y a quelques années. Voici un autre dispositif qui est en fait une image, on va dire, de propagande. Toujours Boston Dynamics. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Internet. Pour arriver à faire cette image, il a fallu des heures. Parce que ça ne s'est pas passé bien du premier coup. Donc c'est un vrai montage. Atlas. Avec son copain. C'est trop beau. Je le laisse.
It can be frustrating sometimes. The robots crash a lot. It's not the robot just magically deciding to do parkour. It's kind of a choreographed routine, much like, a skateboard video or a parkour video where, it's an athlete that's practiced these moves dozens or hundreds of times even to get to that, that high level, that Voilà. Mais ça, alors ça, c'est une vidéo que je vais vous montrer parce que les Américains ont au moins beaucoup d'humour. Est-ce que vous l'avez vu? En fait, vous savez que le robot n'a pas le droit normalement d'attaquer. Alors donc il est doté là d'un pistolet à fléchette et ses copains là sont armés aussi de pistolets à fléchette. Allez, vous allez voir un petit peu ça. Alors, on est au début. Voilà. C'est pas beau ce qu'il fait, hein, il tire sur l'homme. C'est son anniversaire. Avec son copain. Alors, vous voyez, au moins les Américains ont de l'humour. Alors je vais vous présenter le marqueur. C'est un dispositif doté d'intelligence artificielle qui a été mis en œuvre par les Russes en Syrie. Alors là, on est devant de la pure propagande, de la musique un peu rock, c'est entraînant, c'est formidable, c'est un peu inquiétant, mais ça marche pas. Tant mieux. Allez, je l'arrête parce que, bon, ça ne marche pas pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Mais dites-vous bien que dans quelques temps, ça va marcher. Bon, peut-être qu'il y aura des appariteurs à la fac de droit, là, qui seront des robots. Vous savez que déjà, au Japon, on utilise des robots pour les maisons de retraite pour distribuer des pilules. Bon, tant que c'est des pilules et c'est pour le soin, ça va. Mais là, on risque d'avoir des machines un peu plus agressives. L'intelligence artificielle touche tous les secteurs. Regardez, la lutte anti-sous-marine, vous avez, on a oublié là un avion, un AWACS, on a donc le satellite en haut, on peut avoir des bateaux, on a des sous-marins, des drones, il peut y avoir aussi des drones aériens. Dans le combat aérien, c'est très vrai.
Vous avez des dispositifs satellitaires liés avec des avions de chasse, des AWACS. Tout ça se coordonne et l'intelligence artificielle est capable de proposer des solutions quasi instantanées à l'opérateur. Tout ça a donné sens à ce qu'on appelle les robots tueurs, les systèmes d'armes létaux autonomes, les SALA. Ça fait l'objet d'importantes discussions aux Nations Unies et la France soutient la distinction entre les systèmes dotés d'automatisme et les systèmes autonomes. Les États-Unis et la Russie disent qu'il est trop tôt. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans ce système de régulation, simplement. Ils veulent pouvoir mettre au point leur dispositif et se passer de toute contrainte internationale. Le ministère des Armées, on est en France, donc on veut mettre un beau cadre. On réaffirme le respect du droit international et le maintien du contrôle humain et la permanence de la responsabilité du commandement militaire. Alors ça, moi je vous donne mon avis, c'est très joli sur le papier, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Respect du droit international, c'est vrai. Maintien du contrôle humain, c'est vrai, l'opérateur humain est derrière. La permanence de la responsabilité du commandement humain, ça veut dire que c'est l'homme qui décide ou non du moment où on lâche la bride au système informatique. Mais une fois que vous avez décidé d'engager la petite bébête, la bébête, elle se trouve livrée à son système d'intelligence artificielle, et vous avez un Robocop en liberté, un Terminator. Il y a bien un moment où vous dites « je l'autorise à entrer dans le dispositif d'affrontement ». Donc, quelque part, c'est bien, on garde le contrôle du dispositif jusqu'au bout, mais pas jusqu'au bout. Allez, on retourne là-dedans, la nécessité de recueillir, stocker, traiter l'information. Vous verrez qu'il y a une société française qui a été dotée par la défense, s'appelle ATA, qui s'occupe de tous les domaines de défense, renseignement, de sécurité. Heureusement qu'on s'y met, on a mis pas mal d'argent. La guerre des algorithmes a commencé. La révolution est en marche, plus rapide que prévu. Et il y a un nouvel équilibre et quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. C'est un monde, encore une fois, je vous le dis, qui change devant vous. Et il faudrait que vous ayez cette capacité de l'observer en temps réel, de le percevoir, parce que les choses avancent très vite. Si le chef d'état-major des armées a prédit dans les 5-10 prochaines années le retour des affrontements, des conflits de haute intensité, c'est parce que quelque part, 1, la guerre n'a jamais cessé, et 2, qu'elle risque de revenir sur le territoire. Je terminerai sur un détail. En 25 ans, j'ai préparé de nombreuses promotions de chez vous au concours de la DGSE, dans le master spécialisé, et chaque année, je posais la question à vos camarades, en leur posant cette question en début de cours. Pensez-vous qu'on puisse voir le retour de la guerre en Europe ? Vous savez quelle était la réponse de ces garçons, de ces filles qui étaient prêts à faire les concours de Saint-Cyr, de la DGSE ? Non. Non, monsieur, vous rêvez. La guerre ne reviendra jamais en Europe, c'est fini. Elle est loin, la guerre, elle est sur des théâtres d'opérations extérieures. Et maintenant, vous avez la guerre en Europe, techniquement, parce que l'Ukraine, c'est l'Europe. La guerre est à nos portes. Alors, je ne veux pas vous faire peur, mais quelque part, ce qu'on pensait inconcevable est tout à fait possible. Et l'intelligence artificielle, la cyber, sont des outils qui sont capables de révolutionner complètement cette guerre. Voilà, je suis à votre disposition maintenant pour répondre à vos questions. C'est bien, vous n'avez pas sauté par la fenêtre. Bonjour. Un peu plus fort. Un peu plus fort, oui. Oui. Merci. Oui, notamment dans le domaine de la finance, qui est votre domaine, qui vous intéresse en tout cas. Et aujourd'hui, la blockchain, qui est réputée absolument inviolable, elle commence à présenter des failles sur les théoriciens de l'ordinateur quantique qui commencent à imaginer qu'une blockchain n'est pas si infaillible que ça.
justement, c'était le problème qui était exposé dans certains articles que j'avais lus, c'était que finalement, la blockchain, quand il y aurait l'ordinateur quantique, elle serait plus si inviolable que ça, et elle serait assez facilement hackable. Et là, actuellement, avec la guerre en Ukraine, on a vu qu'il y avait eu pas mal aussi de cyberattaques contre l'Italie. Et si, par exemple, l'ordinateur quantique, ce n'était pas réservé au seul domaine militaire, ça veut dire que des civils, des hackers civils de n'importe quel pays, finalement, ils peuvent faire cette utilisation, hacker des communications militaires, hacker tout ce qui va être blockchain, et ça pose pas mal de soucis éthiques. Vous envisagez est-ce que, à votre sens, il y a une réglementation qui pourrait être envisagée pour éviter que l'ordinateur quantique il soit utilisé à des fins qui pourraient être vraiment destructrices pour certains pays? Une réglementation. Ah, vous êtes juriste de formation. Comme disait notre maître ici, qui a enseigné le droit international de la mer, il disait: le rêve de tout juriste, avoir son cabinet recouvert de dalloz. Malheureusement, les dalloz, bon, c'est du papier, ça peut éviter... bon, vous savez, vous pouvez faire un gilet pare-balles avec du dalloz. Moi, j'envisage rien. Chaque fois que l'homme a inventé une nouvelle arme, il a utilisé, même l'arme atomique. Non, il ne peut pas y avoir de réglementation. Le problème, c'est on va avoir une différence entre ceux qui auront l'ordinateur quantique et ceux qui ne l'auront pas. À la limite, demain, nos amis monégasques qui ne sont pas loin, ils ont un ordinateur quantique, ils vont devenir une nation proliférante. Ils seront capables de faire des choses étonnantes. Il y a ceux qui l'auront et ceux qui ne l'auront pas. Et puis, vous rappelez un peu la réglementation sur les essais nucléaires. Alors, je vais répondre à votre question. Qu'est-ce qu'il a dit, notre ancien et très aimé président Chirac? Il a dit, oui, bon, je vais encore faire quelques essais, parce qu'il faut que je fasse la simulation numérique, mais après, c'est promis, je m'arrête. Donc, on peut mettre en place des réglementations. Vous savez, moi je me rappelle quand j'étais jeune élève officier, j'ai été interrogé sur la Convention de Genève, je me rappelle encore. En mise en place d'un hôpital mobile, ce doivent être des barres avec ligne à 45 degrés, rouges et blanches, de telle dimension et tout. Vous avez vu là-bas en ce moment un hôpital? C'est une très bonne cible, un hôpital. Pourtant, c'est interdit de tirer sur un hôpital. Sur un supermarché aussi. Donc tout est possible. Je ne crois pas beaucoup à la réglementation. Je crois qu'on va faire de la réglementation. Je crois que ça va donner du travail pour vous tous. Mais je ne crois pas que c'est ça qui arrêtera les missiles. Ouais. Vous voulez brider l'ordinateur. Mais l'ordinateur, il fait que ce que l'homme veut. Vous savez que, par exemple, il y a des travaux qui ont été faits en Chine en biologie, en génétique. Et ils ont été condamnés, la morale. Mais ça n'empêche pas tous les services de santé des armées du monde de travailler sur tous les sujets les plus confidentiels. Et avec une certaine éthique, en se disant, nous ne voulons pas mettre en œuvre ces processus, mais nous pensons que l'adversaire est susceptible de le faire. Donc nous devons nous préparer. Je suis pas, c'est personnel ma réaction, mais je ne suis pas confiant du tout. Après, ma question, c'était justement, en fait, c'était plus pour essayer de distinguer un ordinateur quantique dans le domaine militaire et qui, lui, ne serait pas bridé, et un ordinateur quantique qu'on pourrait retrouver dans le domaine civil. Par exemple, des entreprises qui se doteraient d'ordinateurs quantiques. Mais vous avez entendu ce que je vous ai dit sur Blue Gene. C'est un ordinateur qui était destiné à la biologie. Visualisation, repliement des protéines en temps réel. Usage militaire, calcul les trajectoires de rentrée d'ogives nucléaires. Voilà. C'est une technologie general purpose. Ça sert à tout. Ça sert à tout. Il ne peut pas y avoir d'ordinateur quantique pour un truc ou un autre. Bien sûr, on peut le... Mais globalement, il est fait pour tout, il sert à tout. Vous n'êtes pas trop convaincu? Si, mais c'est juste que c'est un point important de savoir qu'on va avoir des ordinateurs quantiques. Il faudra essayer de conserver le contrôle et la maîtrise de ces dispositifs d'intelligence artificielle. C'est évident, on en parlait avec Marion tout à l'heure. Vous vous rendez compte que l'évolution de la mentalité voilà. Il y a 30 ou 40 ans, pas plus, 30 ans, quand sont venus les premiers dispositifs d'observation dans les villes avec des caméras, c'était des vrais débats
sur l'éthique d'utilisation des caméras pour surveiller les villes. Ça castagnait, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, les mêmes partis politiques qui étaient contre l'usage des caméras de surveillance dans les villes sont pour et même interviennent dans certains endroits pour dire qu'il n'y en a pas assez. Donc, vous avez en Chine, à un moment donné, vous savez qu'il y a une notation sociale sur la manière dont nos amis chinois fonctionnent. Ah, t'as pas traversé 3 fois dans les clous ce mois-ci. C'est pas allé voter. Bon, je sais, ça sert à rien, mais il faut quand même voter. Bon, mais tu seras puni de vacances, tu n'iras pas en Europe. Mais on se dit, nous, en France, en Europe, on n'est pas comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a quelque temps, on s'est aperçu que le réseau de caméras d'observation chez nos amis britanniques était tellement développé que vous ne pouvez pas éternuer dans le métro et être suivi à la trace. À partir du moment où vous avez des outils qui permettent la reconnaissance faciale, qui sont nombreux, qui stockent, qui recoupent, pourquoi voulez-vous que dans un monde qui est un monde marqué par le danger et le terrorisme, que vous n'utilisiez pas ces dispositifs ? Vous imaginez même sur le plan civil de dire « alors je ne peux pas utiliser ». Oui, ça serait bien pour attraper l'assassin. Oui, mais c'est pas bien. Comment vous allez faire la différence d'utiliser ce dispositif pour attraper un assassin, un terroriste, où ça commence ou ça finit? Alors naturellement, on se dit, oui, mais quand même, ne pas traverser dans les clous, avoir 2 points de moins de notation sociale, oui. Le monde est en train d'évoluer. Le monde est en train de... Il devient mécanique, il devient inquiétant. Les services de renseignement ont une capacité d'en savoir sur nous, mais d'une manière incroyable. Vous vous rendez compte que le dispositif que je vous évoquais, de savoir le système échelon qui est capable de stocker de l'information, même en France, il n'y a même pas besoin de mettre des systèmes de table d'écoute ou autres. Nous sommes liés par exemple avec la Sophia Antipolis et en France par des câbles sous-marins ou par des rayons laser qui transmettent des hauts débits. Et nous avons aussi des systèmes d'information, de réémission radio. Un satellite passe au-dessus. Un système qui est émet, un système d'émetteurs, crée ce qu'on appelle des lobes secondaires. Il suffit d'un petit satellite qui passe au-dessus et il capte automatiquement vos communications téléphoniques. Donc, tout ce que vous avez fait, vous connaissez le sketch de la pizza. Vous commandez la pizza, puis la machine dit « je vois que vous êtes enregistré sur le numéro de sécurité sociale d'un temps. Vous avez du diabète et là vous avez du sucre également. Vous n'aurez pas droit à ça. » Et la machine vous prend en main, puis à la fin, vous partez sans pizza. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Il faut une éthique extrêmement forte pour ne pas faire un usage antidémocratique des données qui vont être mises en œuvre. C'est inquiétant. Il faut mettre là des garde-fous pour la démocratie. Mais la démocratie, ça veut dire aussi avoir des services de renseignement qui ont accès à ces informations. Et avoir accès à ces informations, ça veut dire que les gens qui ont cette responsabilité doivent avoir une responsabilité, une éthique très grande. Vous vous rendez compte, vous êtes un Français, vous mettez dans votre museau, votre nez dans les affaires d'autres Français. C'est un peu inquiétant. Alors ce qui était à l'époque, ce qui aujourd'hui est quelque chose qui est instantané par la technologie, c'était le projet il y a 20 ou 30 ans qu'on appelait Safari, l'interconnexion des bases de données. Ah ça avait fait fureur il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est une quasi-réalité. À vous, juristes, sur le plan démocratique et interne à notre pays, à mettre en route les défenses. Mais maintenant, à mettre en route des défenses dans le plan de la sécurité militaire, là, j'y crois pas. Hein. Si je peux me prendre un avantage décisif, opérationnel sur mon adversaire ou futur adversaire, je le prends. Hein. Sinon, je ne suis pas responsable. D'autres questions? Oui. Ah. Nous passerons après l'enregistrement à la NSA américaine. Du coup, je vous remercie de votre présence et de cette conférence qui était très éclectique et très intéressante. Du coup, si on peut affirmer plus ou moins assurément qu'aujourd'hui, il y a une véritable guerre de l'information, que ce soit sur un plan militaire ou civil, oui. Toutes les données sont espionnées, ont une valeur et méritent d'être protégées. Est-ce que vous pensez du coup que si l'IA et les moyens de captation de l'information évoluent, les moyens de cyberdéfense évoluent pareillement? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura les moyens
de se protéger contre les nouveaux outils utiles à capter l'information? Est-ce qu'on pourra crypter le cryptage de l'information va-t-il suivre les moyens d'espionnage des dites informations? Alors je pense que les systèmes de cryptage augmentent, et ils se perfectionnent. Il y a même des cryptages qui sont à usage unique qu'on utilisait déjà pendant la guerre, qui reviennent un peu en force. On est basé sur les systèmes les plus perfectionnés sont basés sur des systèmes totalement aléatoires. C'est un système que, en gros, on crée des dictionnaires, comme par exemple on dit on va communiquer ensemble avec par exemple la version de chez Gallimard de 1964 du Petit Prince, la version numéro 2. Alors on prend le journal et puis on prend une lettre au hasard, page 3, troisième ligne, on fait ça, on coche. Donc on est passé de cet usage qui crée des dictionnaires, des moyens de communication très forts, à des systèmes avec des dictionnaires qui sont tirés au hasard. Mais le problème, c'est que maintenant, avec l'analyse quantique, on se dit que ce qui a contribué à mettre en place des dispositifs aléatoires, eh bien, le hasard n'est pas si hasardeux que ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et le hasard se déchiffre en fait. Le chaos. Le hasard n'a plus de secret. Ordo ab chaos. L'ordre né du chaos. Regardez quelqu'un qui va dans un supermarché. Vous êtes un espion soviétique. Vous décidez de venir en France. Vous n'avez pas de téléphone. Vous n'avez pas de carte bleue. Vous pouvez être suivi par une carte bleue. Mais on connaît vos habitudes alimentaires parce qu'on vous a observé. Et donc vous allez par exemple aller dans tel supermarché. Vous allez un mardi entre 14h15 et 14h30. Vous allez acheter, payer en liquide, mais vous allez prendre telle marque de café et autres. Vous allez faire un petit panier à 25-30 euros. Ça y est, vous êtes fait comme un rat. Votre passage a été identifié. C'est pour ça que je disais, il y a certaines données, comme par exemple la reconnaissance, je veux dire l'observation qu'on fait de manière invasive au niveau neuronal, permet de voir que le nombre d'éléments peut être faible. Donc, crypter. Vous ne pouvez pas crypter l'ensemble des données sur Internet. Alors, ce qu'on essaie, c'est qu'on essaie de faire de la désinformation, on introduit des fake news, des choses qui introduisent de fausses données, mais ça y est, on est en train déjà de travailler sur des systèmes militaires qui sont capables déjà de reconnaître, de renifler un petit peu des systèmes qui sont faux, qui sont truqués. Vous pouvez créer, par exemple, une fausse agence d'information avec des données qui sont alimentées par des photos, des analyses. Vous pouvez mélanger à l'intérieur de ce site Internet un certain nombre d'éléments qui tentent à crédibiliser en mettant des informations venues d'agences gouvernementales ou autres. Ça a toute l'apparence d'être une information de qualité, mais en fait, vous êtes en train de vous faire enfumer. On travaille là-dessus, mais on travaille aussi à des dispositifs capables de les détecter. Parce que tout est dans le dosage dans l'algorithme. Qu'est-ce que vous apportez comme préférence? Et c'est là aussi le problème des sites complotistes. Parce que le cerveau humain est fait comme ça. On préfère croire un site complotiste qu'un site qui dit la vérité. Donc vous mettez en place des sites qui vont véhiculer des fausses informations. C'est une guerre nouvelle qui voit le jour. Pour ça qu'il faut que vous soyez un petit peu... Alors, rappelez-vous au départ comment sur Internet on pouvait détecter facilement un hameçonnage. C'était le Crédit Agricole écrit qui vous proposait d'appuyer sur le bouton, mais c'était écrit en mauvais français, il y avait 4 fautes d'orthographe. Vous avez vu maintenant les dernières pages d'hameçonnage? Il faut les regarder 3 fois, 4 fois plus, hein, parce que vous êtes capable de vous faire avoir tellement c'est bien fait. C'est une lutte. Célèbre arnaque au compte CPF qui envoie des textos où il faut renseigner son numéro de sécu pour percevoir. C'est une lutte incessante. Et les dispositifs deviennent de plus en plus sophistiqués. Les dispositifs d'attaque. Prenez par exemple, est-ce que vous connaissez l'affaire StuNext? StuNext 2010. On dit que ce sont les Américains, les Israéliens, les services de renseignement, qui ont décidé de mettre un coup d'arrêt à la course aux armements nucléaires de l'Iran. Ils ont inventé un verre qui a été introduit dans le dispositif, je dirais, iranien, et qui a provoqué un certain nombre qui était basé sur les dispositifs qu'on appelle SCADA, industriels, et provoqué pas mal de dégâts. Bon, alors, la petite histoire, c'est que on ne sait pas officiellement, quoique un ancien chef du renseignement
israélien a déclaré il y a quelques années qu'Israël avait bien participé à la mise au point de ce verre. On a vu exploser des centrales à vapeur en Iran. C'est là aussi une idée qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est-à-dire que le numérique est capable de provoquer la mort. Alors on peut se dire, oui, vous allez dans un hôpital, vous modifiez le dossier patient, vous faites une injection, enfin vous dites que celui-là n'a pas le sida ou le cancer ou autre, ou le Covid, vous pouvez faire des dégâts, mais c'est des dégâts, je veux dire, soft. Mais une attaque numérique est capable de provoquer par emballement l'explosion d'une centrale nucléaire, d'une centrale vapeur. L'attaque qui était dirigée à l'époque sur l'Iran était destinée à, alors que tous les cadrans avaient l'air d'être positifs, on a entraîné, vous savez que pour avoir de la bombe, on produit de l'uranium-238, et une manière de le produire un peu artisanellement, c'est d'avoir des milliers de centrifugeuses qui tournent et qui permettent de recueillir quelques milligrammes d'uranium-238. Eh bien, les machines avaient l'air de tourner, mais en fait, elles tournaient par exemple à 10 000 tours, mais elles ne tournaient pas à 10 000 tours en fait, elles étaient à 15 000, 20 000 tours. Ça veut dire que les machines ont cassé. Donc c'est un programme extrêmement ingénieux qui a été évalué à plusieurs centaines de milliers d'heures d'hommes de temps ingénieurs qui ont dû recueillir des équipes très spécialisées, et on pense, puisqu'on n'a toujours pas l'information de savoir si c'est bien Israël ou si c'est bien les États-Unis, que seuls des États avaient la capacité de mettre en œuvre ce genre d'attaque ultra sophistiquée. La petite histoire, c'est qu'après le système, quelques mois plus tard, un an ou deux après, Siemens a mis en place une sorte d'antidote qui a été répandu, mais que le système s'était répandu en Europe. Même la centrale, notre station orbitale internationale, a été touchée parce qu'à un moment donné, le grand bras de manipulation ne répondait pas. Donc c'est un peu comme les vers biologiques. Vous balancez ça dans la nature, mais ça ne va pas directement uniquement, ça ne reste pas cantonné à votre cible. C'est une époque formidable. C'est vrai que le champ des possibles commence à être assez écrasant avec l'IA. Mais finalement, du coup, est-ce que vous pouvez affirmer plus ou moins sûrement qu'on a tiré tout le potentiel de l'IA ou que tout reste à faire ? C'est que le début. C'est que le début. Alors, une dernière petite chose, il y a quelques années, je camoufle un peu les informations, vous savez qu'il y a eu plusieurs incidents sur les centrales nucléaires. Un grand pays est venu voler des secrets sur une centrale nucléaire d'un autre pays. Ils étaient très contents, ils ont rapatrié ces systèmes informatiques dans le leur, seulement comme ça ne fonctionnait pas de la même manière, ça a tout explosé. Ça a fait un incident majeur qui est connu. C'est pas beau d'espionner, ou alors il faut le faire proprement. Non, on n'est qu'au début de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que je présente les choses de manière un peu plaisante et tout, mais vous avez devant vous une vie formidable. Elle va permettre aussi de vieillir plus longtemps. Vous avez peut-être vu un ouvrage du docteur, je crois, Sinclair sur... en fait, la vieillesse, c'est une maladie. Hein, donc, avec les progrès en génétique, avec l'ARN ou autre... vous êtes dans une génération, vous mesdames, alors la différence entre les messieurs et les dames est en train de diminuer, mais à vue de pif, vous allez tous vivre autour de 120 ans. Quelle chance! Parce que comme ça, vous êtes obligé de travailler jusqu'à 90 ans, et comme ça, vous allez pouvoir me payer mes retraites, puisque moi, par conséquence, je vais vivre aussi très longtemps, plus longtemps. Donc c'est un bon système. On ne va pas revenir, vous n'allez pas me remettre au travail quand même, non? Des questions encore. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué? Vous n'êtes pas comme les autres, ils n'ont pas eu peur cette année. Hein? En tout cas, venez nous voir dans le certificat CyberIA. Cette année, comme l'année dernière, il y a des grands patrons d'agences de renseignement, de la gendarmerie, des armées, de l'intelligence économique qui vont parler. Et pendant 1 heure de conférence, ils vous diront l'état de l'art sur un point que je vais faire juste qu'aborder pour vous donner un peu l'envie, le goût de vous intéresser à la chose. Donc le programme commencera quand? En octobre peut-être, Marion? Oui, il faut qu'on fixe la date. Il faut qu'on fixe les dates. Ouais. Et il y aura de belles conférences. Je vais créer un peu une communauté. Tu sais que j'ai trouvé un système, j'utilise maintenant WIMI.
Je ne sais pas si vous les connaissez, WIMI. WIMI, c'est un système souverain qui est bâti par la France, qui est aujourd'hui, beaucoup de grandes sociétés françaises l'utilisent. C'est une sorte de WhatsApp ou de Microsoft qui est totalement sécurisé avec un drive et qui occupe aujourd'hui, qui équipe l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc c'est très puissant et ça permet d'avoir un niveau de sécurisation extrêmement élevé. Donc on pourra mettre un drive là-dessus, des informations et vous donner accès à tout ça. Bossez bien, bossez bien. Vous avez de belles années devant vous à découvrir des choses. Vous vous rappelez ce que disait Bachelard en parlant de la science? Vos enfants ne seront plus vos enfants, ils seront les fils de leur siècle. Plus que jamais, c'est vrai. Mais là, c'est jour après jour. Voilà. Voilà, jeunes gens. Merci, À bientôt.